Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus sur cette heure de déjeuner un vendredi de décembre. Merci beaucoup surtout pour parler des États-Unis, de leur lutte contre le terrorisme, de leur arsenal législatif. Et justement, nous allons accueillir aujourd'hui Pierre-Alain Clément à l'occasion un peu tardive de la publication de son livre « L'État anxieux », publié en septembre. Donc Pierre-Alain, juste ici, est chargé de recherche à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, ou IHEMI, et il est responsable de l'axe terrorisme et radicalisation violente. Il est aussi docteur en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et il travaille notamment sur la violence politique, le djihadisme, l'antiterrorisme en France, ainsi que la géopolitique du Moyen-Orient et des États-Unis. En parallèle, il est aussi chercheur associé au Centre québécois d'études géopolitiques. Il est rédacteur en chef de la revue Regard géopolitique. Pas le temps de s'ennuyer, j'imagine, avec un tel parcours. Donc bonjour Pierre-Alain, bienvenue, merci beaucoup d'être venu. En septembre, comme je le disais, tu as publié L'État anxieux, l'arsenal légal antiterroriste des États-Unis, de Bush à Obama, une adaptation de ta thèse qui a bénéficié du soutien de l'IHEMI aux éditions PUF. Donc c'est le livre que vous voyez pour les personnes en ligne juste ici, pour les personnes dans la salle devant vous. Le livre est disponible à la vente aussi si vous voulez. Vous pouvez même le faire dédicacer par Pierre-Alain, quelle chance. Le contexte de ce livre s'inscrit au lendemain des attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, un événement qui a profondément remodelé la trajectoire politique, sociale et législative des États-Unis. Après ces attaques, les États-Unis vont adopter une approche distinctive dans leur lutte antiterroriste. C'est le début de la guerre contre le terrorisme, mais aussi le début de la guerre contre la terreur, avec ce qui est devenu vraiment l'étendard central de la politique états-unienne en termes d'antiterrorisme. Ils vont déployer un arsenal immense de méthodes coercitives, mais aussi directement offensives, à l'échelle internationale, avec des interventions militaires, par exemple, et au niveau national, avec des décisions exécutives et législatives. Mais c'est difficile en 1h30 de faire un portrait entier de cette lutte antiterroriste, donc on va se concentrer aujourd'hui sur l'arsenal législatif, comme tu l'as fait, Pierre-Alain, dans ton livre. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'on va commencer tout de suite avec des questions rapides sur ton livre. Donc, dans L'État anxieux, tu décides de retracer l'évolution de la législation américaine en matière de lutte antiterroriste à travers 3 lois fondamentales qui ont été passées depuis 2001. Donc, quelles lois est-ce que tu as choisies? Pourquoi est-ce que tu les as choisies, celles-ci et pas d'autres? Et surtout, qu'est-ce qu'elles vont nous dire sur les tendances législatives antiterroristes des États-Unis depuis le 11 septembre? Merci Nadia. Tout d'abord, merci pour cet accueil, merci qui me donne l'opportunité de venir exposer un petit peu ce livre qui effectivement a été publié tout récemment, le 13 septembre. J'ai eu l'occasion de l'exposer dans divers forums et je suis content de pouvoir ici en parler publiquement, à un plus large public maintenant et puis quand ce sera rediffusé. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? Alors, tout d'abord, j'étais à Montréal dans une formation en relations internationales, donc évidemment les sujets sur les États-Unis étaient très en vogue, très populaires. Le Canada est fortement influencé par ce qui se passe aux États-Unis culturellement, politiquement, etc. Donc c'était un petit peu naturel, ce qu'il était. Et puis, par contre, ce qu'il était un peu moins, ce qui était peut-être un peu moins populaire, entre guillemets, c'était de s'intéresser à l'antiterrorisme, mais aussi au Congrès. Alors c'est vrai, quand on parle de terrorisme, on a toujours... pendant longtemps, les études se sont concentrées sur des acteurs terroristes. Par exemple, en Europe, des chercheurs, que ce soit en Irlande, en France, ou en Grèce, à Chypre, etc. Il y a tout un tas d'organisations régionalistes, séparatistes, mais dans le sens régionaliste, qui faisaient l'objet d'études, mais finalement assez peu sur l'antiterrorisme, ou alors quand les travaux qui étaient consacrés à l'antiterrorisme, c'était plutôt du point de vue de l'exécutif, des branches exécutives des pays concernés, donc ce que fait le gouvernement et plus précisément les services de police et de renseignement. Donc l'objectif là, c'était de se concentrer sur l'antiterrorisme, très peu étudié en termes de politique publique, et du point de vue du législateur, parce que finalement, hormis les 2 guerres lancées par les États-Unis consécutivement au 11 septembre, donc la guerre en Irak et la guerre d'Afghanistan, une grande partie l'essentiel de l'antiterrorisme, sinon qui n'est pas militaire, c'est
est encadré, mis en place par des lois. Et pas alors le gouvernement, évidemment, avec son pouvoir administratif, peut développer, déployer de nombreuses actions, mais in fine, ce qui encadre l'action du gouvernement, c'est, après la Constitution, évidemment, et la fameuse Déclaration des droits, le Bill of Rights, c'est bien sûr les lois. Donc j'en arrive plus précisément à ta question. Donc il y a évidemment le Patriot Act que tout le monde connaît, ou en tout cas, quand j'ai commencé à travailler dessus, déjà il y a un certain nombre d'années, tout le monde connaissait. Maintenant, je me rends compte que dans le public, de moins en moins de gens l'ont vécu en direct. Donc évidemment, le Patriot Act, ça a été, c'est un petit peu l'archétype de ce qu'on a pu voir après dans divers pays, et même d'une façon d'aborder l'antiterrorisme, qui a mis sur le devant de la scène donc l'extension des pouvoirs de l'État sur sa propre société. On a pu voir en France l'alignement ou la création de régimes dérogatoires au droit commun pour la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée. Dans d'autres pays, au Royaume-Uni aussi, mais c'est aux États-Unis, disons, qu'on a cette loi qui est véritablement fondatrice. C'est une loi qui est assez longue, elle fait environ 130 pages, mais l'essentiel de son contenu, en fait, concerne la lutte contre le financement du terrorisme. Et alors ça, c'est quelque chose qui est bien moins connu. Il y a d'autres chercheurs qui sont spécialisés là-dessus. C'est arrivé qu'on en invite d'ailleurs à l'IHEMI pour venir nous parler de cette matière très technique. Là, on est à la frontière du droit et de l'économie, donc c'est de la fiscalité. Donc c'est quelque chose de encore moins visible, disons, que le travail de renseignement. Qui prête aussi moins à controverse, hein, parce qu'après tout, quand on suit l'argent, on est probablement moins exposé à des risques de commettre des abus ou d'être accusé de discrimination. On suit les traces de l'argent, on suit l'argent, follow the money. Donc ça, c'est l'essentiel de la loi, qui finalement a été assez peu critiquée pendant les débats du Congrès, mais ce qui a été le cœur de la controverse en 2001, en octobre 2001, puisque le Patriot Act a été adopté en octobre 2001, donc 6 semaines après les attentats. Ce qui indique, enfin d'autres indices qui indiquent que le texte ou le corps du texte était déjà largement rédigé avant, préparé avant. Donc c'est le deuxième chapitre du Patriot Act qui a été controversé. Vous vous souvenez peut-être, à l'époque, il y avait les fameuses... il y avait des révoltes de bibliothécaires qui disaient « Oui, le gouvernement fédéral va pouvoir regarder les livres que vous avez empruntés de votre bibliothèque locale. » Donc ça fait partie, c'est une des 3 dispositions controversées du Patriot Act, intitulé Access to Business Records, donc c'est accès aux données d'activité, hein, c'est pas business dans le sens de activité économique, non, c'est business, c'est ce que n'importe quel citoyen, les activités privées de n'importe quel citoyen. Ça et deux autres sections du Patriot Act qui sont controversées, on pourra y revenir plus en détail, mais ces dispositions, il y en avait une quinzaine en tout, qui étaient soumises à une sunset clause, donc une disposition de temporisation. C'était des dispositions qui avaient vocation à échoir au bout de 4 ans, c'est ça. Puisque là, même dans le contexte post-11 septembre, il y avait quand même les défenseurs des libertés publiques aux États-Unis, qui sont relativement puissants, bien organisés, qui ont contesté, et donc le Congrès a mis les dispositions, on va dire, les plus intrusives en termes de liberté publique sous cette sunset clause. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, ces dispositions temporaires ont été prorogées 2 fois en 2006. Parce que, alors, des fois, il y avait des prorogations techniques parce que le Congrès n'avait pas eu le temps d'en discuter, donc prorogation de 3 mois. Mais il y a aussi des dispositions plus longues, donc 2 fois en 2006, 2 fois en 2011, une fois en 2015 et une fois en 2019. Donc voilà, c'est ça. Sur la quinzaine de dispositions temporaires, il y avait
Il y en a 12 qui ont été rendues permanentes dès 2002, mais il restait ces trois-là, vraiment les plus controversés. Donc Access to Business Records, j'en ai parlé. Le deuxième, c'était ce qu'on appelle roving wiretap. Donc wiretap, c'est quand on fait une interception, ce qu'on appelle en français une interception de sécurité. Et roving, ça veut dire qui survole. Donc là, ça veut dire en gros, avant cette disposition, les services de renseignement devaient, le FBI, la CIA devaient identifier un appareil et une personne. Sauf qu'évidemment, vous avez tous vu des films d'espionnage. Hop, on achète un téléphone mobile, on fait un appel, on le jette, on en achète un autre. Et donc, l'objectif de roving wiretap, de cette section-là, c'était de permettre de suivre soit une même personne, soit une même ligne, quels que soient les changements des autres. Suivre la même personne si elle change d'appareil, ou suivre le même appareil si elle change de personne. Voilà. Et donc évidemment, ça démultiplie les pouvoirs d'écoute des services de renseignement. Et la troisième section temporaire, alors elle ne vient pas du Patriot Act, elle vient d'une... Enfin, elle est rattachée à une autre loi, c'est la disposition loup solitaire. Donc en fait, c'est ce qui permet de dire qu'on peut être une organisation terroriste en étant une seule personne. C'est le cas d'ailleurs en France. Aujourd'hui, on a donc en France l'outil principal de lutte contre le terrorisme en termes législatifs, c'est l'association de malfaiteurs terroristes. Association de malfaiteurs, ça c'est pour lutter contre le crime organisé. Association de malfaiteurs terroristes ou AMT dans le jargon, c'est pour poursuivre donc des groupes réels ou suspectés terroristes. Et donc aujourd'hui, depuis, alors j'ai plus la date en tête, mais depuis une des lois de la décennie, il me semble, on peut être une association de malfaiteurs terroristes tout seul. En fait, quel est l'intérêt? C'est la construction juridique. C'est AMT en fait permet de poursuivre des gens sur la base d'éléments plus faibles que des preuves ou avant le commencement d'exécution de l'infraction. Pour les juristes parmi vous, donc il y a les actes préparatoires, commencement d'exécution et puis exécution de l'infraction. Et donc l'AMT permet en fait d'incriminer des personnes au tout début d'une infraction terroriste. Au tout début, ça veut donc dire avant qu'il y ait des victimes. Donc oui, et y compris des fois ce qui peut poser des débats lors des procès, même par exemple possession de doctrine djihadiste. Ça peut constituer des éléments de preuve d'une association de malfaiteurs terroristes. Et donc, si on est tout seul, on peut aussi être poursuivi pour cette incrimination pénale qui va loin. Et donc, les États-Unis ont ont la même chose, donc cette disposition loup solitaire, donc, qui permet de poursuivre des individus seuls. Voilà. Donc, ouais, après tout, j'ai parlé que du Patriot Act, mais ça fait déjà un moment. Oui, donc les deux autres, tu as choisi deux autres lois aussi, c'est lesquelles? Alors, la deuxième loi que j'ai choisie, comme c'est une démonstration de sciences politiques, je n'ai pas forcément choisi les lois les plus emblématiques. J'aurais pu, en termes emblématiques, j'aurais pu choisir dès 2002 la loi qui crée le Department of Homeland Security, donc le département de la sécurité intérieure, où là, ça a été il y a eu beaucoup plus de controverses. Puisque là, on parle de créer... vous savez que dans le gouvernement américain, le nombre de départements, de ministères est limité. Et on ne peut pas en créer comme en France, les noms changent quasiment à chaque remaniement, il y a des périmètres se modifient, on change. Aux États-Unis, non, il y a une quinzaine de départements et ça ne bouge pas. Et donc créer un nouveau département, ça va loin. Et en plus, là, c'était... je pense 100 000 ou 200 000 fonctionnaires. Donc évidemment, il y avait toute la branche, toute la frange, on va dire, conservatrice des Républicains, enfin une frange des conservateurs, des Républicains qui considéraient que c'était donner un peu trop de pouvoir à l'État fédéral.
Donc ça, c'était une loi absolument essentielle dans la décennie. Il y avait aussi le Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, qui là aussi modifie des lois qui dataient des années 70 sur le renseignement. Dans le domaine militaire, on avait les Military Commissions Act, donc là c'est pour tout ce qui est poursuivre les combattants irréguliers capturés lors de la guerre d'Afghanistan et la guerre en Irak. Bref, il y en avait d'autres que j'aurais pu sélectionner, mais dans l'intérêt de la démonstration, j'ai plutôt pris une des lois de prorogation du Patriot Act de 2011 pour voir en fait l'évolution. La continuité, ouais. En 2001, donc on était... Peut-être qu'on peut afficher le point. C'est ça. Là, vous voyez dans les colonnes les premières colonnes en couleur. Vous voyez en 2001, on est sous présidence Bush. Donc républicains, les républicains contrôlent aussi la Chambre des représentants, mais le Sénat est aux mains des démocrates. L'intérêt de prendre 2011, c'est que là on était sous Obama, les républicains continuaient à contrôler la Chambre et les démocrates continuent à être majoritaires au Sénat. Mais l'idée c'était de voir en fait, 10 ans après 10 ans de Patriot Act, après un changement de majorité à la Maison-Blanche, comment les débats se poursuivaient. L'objectif, c'était aussi dans la démonstration, c'était de repérer, c'était de prendre des lois suffisamment proches et de changer quelques paramètres. Et là, le changement de paramètres, c'est la majorité à la Maison-Blanche. Donc en fait, c'est une loi qui est finalement peu intéressante, entre guillemets, elle fait une page, c'est-à-dire juste on modifie la date d'expiration des 3 dispositions temporaires, donc ça tient en une page. Donc voilà, par contre, ce qui est intéressant, c'est d'examiner les débats. Et la troisième loi que j'ai choisie, alors là, il y a à nouveau un changement de majorité, cette fois au Sénat, mais on est dans le 2e mandat Obama, donc voilà, ça modifie quand même les rapports de force à l'intérieur de l'appareil d'État fédéral. Et donc le Freedom Act, alors lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il proroge lui aussi les 3 sections controversées, mais il limite, il encadre et il limite la collecte massive de métadonnées de communication. Donc qu'est-ce que c'est les métadonnées? C'est le contenu des communications n'est pas interceptable comme ça, il faut vraiment des autorisations, des mandats. Enfin, c'est extrêmement bien protégé. Par contre, les métadonnées, elles, sont considérées comme n'étant pas couvertes par le 4e amendement, donc c'est-à-dire qui protège la vie privée. Et en fait, ce dont on s'est aperçu avec le temps, c'est que finalement ces métadonnées fournissent énormément d'informations sur les communications et les communications des personnes et sur les personnes elles-mêmes. Il y a des études qui ont pu être menées qui montrent que c'est sûr, si vous appelez, je ne sais pas moi, votre psy en plein milieu de la nuit, ça dit des choses sur vous, même si moi j'intercepte, je connais que le numéro entrant et le numéro sortant et la durée de l'appel, ça me donne déjà beaucoup d'informations sur vous. Même si je ne sais pas ce que vous avez dit au téléphone. Donc les métadonnées en fait sont extrêmement riches pour des services de renseignement, surtout que là on parle des États-Unis, donc évidemment ils sont en pointe en termes d'exploitation technique des informations, donc là avec des J'entends plus, hein. Vous nous entendez maintenant? Oui. Super. Parfait, bon. On était interceptés peut-être. Justement, attention. Et en plus, il y avait une possibilité de faire des sauts, des hops. Donc, c'est-à-dire, je crois que c'était limité à 6, mais en fait, si vous faites des... Donc, c'est-à-dire, vous interceptez un numéro. Un saut, c'est pouvoir accéder au numéro appelé par le numéro que vous avez appelé. Et ensuite, et donc avant, le maximum était très élevé, mais mathématiquement, si vous avez droit à 6 sauts, vous faites la moitié de la population américaine.
Tandis que là, le Freedom Act donc, limite la collecte massive de métadonnées, c'est-à-dire la captation automatique de ces métadonnées, limite le nombre de sauts à 2, ce qui fait quand même beaucoup de monde, hein, ça fait des millions de personnes, mais malgré tout c'est moins. Et il faut ce qu'on appelle un Specific Selection Term. Donc c'est-à-dire il faut un terme de sélection précis, là, pour le traduire littéralement. Donc c'est-à-dire qu'il faut un mot à chercher dans votre base de données. Vous ne pouvez pas juste chercher au hasard. Mais d'ailleurs, ça existe aussi en France. On ne peut pas accéder aux fichiers des personnes recherchées pour voir les fiches S de tout le monde et n'importe qui. Non, non. Selon le niveau d'autorisation, mais bien souvent, la limite, c'est on cherche tel nom, est-ce qu'on a un retour positif dans le fichier? Oui, non. C'est pas... je consulte le fichier comme Wikipédia et je regarde ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est encadré. Donc là, c'est encadré par ce terme de sélection. C'est un terme de recherche ou un mot-clé dans la barre de recherche, si vous voulez. Donc voilà, c'est pour ça que le Freedom Act, même s'il proroge les 3 sections controversées, malgré tout, en cas, limite les pouvoirs de l'État. Et c'est pour ça que je le mets comme loi d'assouplissement de la législation antiterroriste, contrairement donc au Patriot Act ou à sa prorogation de 2011. Et justement, tu l'as mentionné, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 lois, elles ont été votées à des moments différents, avec des majorités qui sont quand même différentes à la Chambre, Maison-Blanche, Sénat, et pourtant, elles ont toutes été votées de manière confortable, consensuelle. Donc ça, c'est assez surprenant. On pourrait s'attendre à une opposition plus forte, on pourrait s'attendre à un clivage partisan beaucoup plus marqué, et pourtant, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc comment est-ce que ça s'explique, en fait, ce phénomène-là? Oui, alors vous le voyez là dans les colonnes, juste après les colonnes de couleur, vous voyez la colonne vote pour, donc Chambre des représentants et Sénat, vous voyez les pourcentages. Pour le Sénat, je n'ai pas mis le pourcentage parce qu'ils sont 100, donc c'est facile. Et la colonne juste à droite, les votes pour de la minorité. Donc si on prend par exemple le Patriot Act, vous voyez que globalement, la Chambre des représentants a voté pour à 83%, mais que la minorité démocrate, donc, a voté pour à 69%. Donc ça veut dire 69%, c'est très très confortable. Donc c'est dire que même les démocrates étaient très fortement pour le Patriot Act, même si, évidemment, quand on fait la moyenne, 83%, donc c'est la moyenne de l'ensemble de la Chambre, 69% pour les démocrates, donc ça veut dire que les républicains, eux, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça devait être proche des 100%. Idem, là on le voit au Sénat, où c'est l'inverse, c'est les démocrates qui sont majoritaires. Donc 100% de la minorité, donc des républicains a voté pour, et il y a eu un seul vote contre, qui donc était démocrate. Donc là aussi, c'est pour ça que j'ai mis dans la colonne d'après sur le rapport de force partisan, donc c'est un résumé de ce qu'on parle, de ce qu'on dit là. Il y a un consensus, en fait, tout le monde est pour. Et donc c'est pour ça que je le résume en disant c'est un monologue de sourd, dans le sens où le seul qui était contre, il parlait dans le vide en fait. Il a eu, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu son temps de parole réglementaire. Hein. Il a eu son heure de temps de parole réglementaire. Alors quand je dis heure, c'est parce que normalement aux États-Unis, le temps de parole est illimité. Et donc c'est-à-dire que dans l'histoire du développement des institutions américaines, un certain nombre de sénateurs ont commencé à prendre leur temps de parole et à faire des monologues interminables, à lire l'annuaire, etc. C'est arrivé littéralement. Pour bloquer, en fait, c'était des manœuvres dilatoires pour bloquer les débats. C'est un peu l'équivalent en France de dire « Ah, vous avez déposé 6000 amendements. » Donc voilà, ça retarde tellement que finalement, ça enlise les débats. Donc là, il y a une règle du Sénat qui permet de contourner donc, ce qu'on appelle ce filibuster, donc cette manœuvre d'obstruction, qui consiste à suspendre les règles ordinaires et à limiter le débat à 1 heure de temps de parole
par sénateur. Mais par contre, pour qu'une loi soit adoptée dans ces termes-là, il faut qu'elle atteigne 60% de majorité. Donc c'est pour ça qu'en fait, aux États-Unis, c'est de plus en plus dur de passer des lois parce qu'on a une polarisation de plus en plus grande. Donc c'est-à-dire quand on place les sénateurs ou les représentants sur un graphique, quand il y a peu de polarisation, c'est-à-dire que les démocrates et les républicains, les deux tâches de points, si on veut, sont assez entremêlées. Polarisation, donc c'est-à-dire qu'on s'éloigne, les positions deviennent plus radicales, plus extrêmes et plus homogènes. Les groupes deviennent plus homogènes. Donc il y a moins de gens qui sont au centre ou qui ont des positions proches du parti opposé. À cause de ça, donc c'est de plus en plus dur de faire voter des lois, puisque le filibuster est utilisé de plus en plus, et donc on suspend de plus en plus les règles, donc il faut de plus en plus trouver des majorités de 60% au Sénat. Donc au Sénat, à la différence de la France, le Sénat américain, c'est la chambre la plus puissante, c'est celle qui décide en dernier ressort. Et en plus, c'est la chambre qui représente les États, donc elle est traditionnellement plus conservatrice. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais avec ça ? Voilà, oui, c'est ça, il faut les textes qui sont présentés au Congrès doivent être consensuels, ou en tout cas doivent, même quand on a la majorité, il faut quand même avoir un certain nombre de votes de la minorité. Qu'est-ce qu'on voit en 2011 ? Alors, c'est un texte qui a été quand même assez controversé. Parmi les trois, c'est celui qui est le plus controversé. Parce qu'effectivement, les démocrates, Obama, voulaient quand même revenir sur les dispositions temporaires, en se disant quand même ça va un peu loin, eux disaient qu'il y avait des abus, et tandis que les républicains tenaient fermement à ces dispositions. Malgré tout, ça a été adopté à 58% à la Chambre. Même si, là, on voit que les démocrates de la Chambre ont voté en majorité contre. Ils vont voter qu'à 28% pour. Et vous voyez qu'au Sénat, même si c'est les démocrates qui ont la majorité, les républicains, la minorité républicaine a voté très fortement pour, à 87%, ce qui fait que ça nous donne une moyenne de 72 sénateurs pour. Donc ça veut dire qu'il y a une trentaine, 72 moins 41, voilà, ça fait 31 sénateurs démocrates qui ont voté pour. Donc c'est-à-dire la majorité de la majorité démocrate a voté pour la prorogation. Donc vous voyez, il y a, in fine, on a quand même une loi qui est votée là aussi de manière assez confortable. Le Freedom Act, dernière loi qui, elle, a été votée assez confortablement, donc à 78% à la Chambre et à 67% ou 67 sénateurs au Sénat, pourtant sous majorité républicaine, alors que c'est une loi d'assouplissement. C'est qu'en fait, c'était le résultat de tractations très longues. En fait, cette loi a été soumise. En fait, ça faisait 2 ans que la société civile, que les élus essayaient de revenir sur les dispositions temporaires du Patriot Act. Et donc même les républicains ont dû céder. Le rapport de force à l'intérieur des républicains aussi a changé. En 2010, on a eu l'émergence du Tea Party, qui est extrêmement attaché aux libertés individuelles. Et eux, ces histoires de gouvernement fédéral qui écoute les téléphones, ça leur plaît pas. Donc voilà, ça a changé le rapport de force, ce qui fait qu'on a un texte qui a connu plusieurs versions, qui a été proposé au moins 2 fois au Congrès, parfois dans des versions plus légères, vraiment avec beaucoup plus de compromis, plus tièdes. Et finalement, c'est une version qui est relativement... qui restreint quand même de manière significative les pouvoirs de l'État fédéral, mais avec un nombre de concessions qui était suffisant pour rallier la majorité républicaine dans les 2 chambres du Congrès. Puis c'est vrai que la Freedom Act, ça intervient juste après, enfin quelques années après le scandale de Snowden, donc ça aussi... C'est exactement. Et c'est comme ça que ma démonstration part
aboutit ou montre l'importance en fait du contexte extérieur pour les 2 premières lois, pour le Patriot Act et sa prorogation. On a des failles de sécurité en fait. On a évidemment le 11 septembre pour le Patriot Act et l'expiration des pouvoirs accrus du gouvernement fédéral pour la loi de prorogation. Et à l'inverse, quand on a une faille donc, de légitimité, ce qui a été le scandale Snowden, qui a véritablement marqué l'opinion publique. Puis il y avait eu aussi Wikileaks. Alors là, ça concerne un peu moins les États-Unis, mais au moins directement, ou moins exclusivement les États-Unis. Mais malgré tout, donc on a une opinion publique qui est assez ébranlée par les révélations, par l'ampleur de la surveillance. Et donc là, les élus disent qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut redonner en fait une image, relégitimer le gouvernement fédéral ou l'action antiterroriste du gouvernement fédéral, le relégitimer en lui donnant de la redevabilité accrue, donc en encadrant ses pouvoirs, en faisant en sorte de limiter l'extension des pouvoirs de l'État. Et donc voilà, finalement, les élus sont soumis à ces événements extérieurs qui viennent impacter le rapport de force à l'intérieur du Congrès. Donc la législation qui va être produite, ça va dépendre aussi des situations externes que tu disais, que ce soit une atteinte à la sécurité ou une atteinte à la légitimité, qui va créer ces 2 mécanismes que tu nous disais de durcissement ou d'assouplissement. Mais est-ce que ces 2 mécanismes ils vont être symétriques? C'est-à-dire, est-ce qu'une atteinte à la sécurité, une atteinte à la légitimité, ça va créer les mêmes types de mécanismes législatifs de même ampleur, en fait? Alors justement, non, c'est vraiment un mécanisme asymétrique. En fait, ça on pourra y revenir, mais dans ma démonstration, j'ai poursuivi l'hypothèse de l'impact ou de la force ou du rôle de la culture stratégique antiterroriste. Ce que j'appelle la culture stratégique antiterroriste, c'est en fait une tension, une dialectique entre deux pôles qui sont, en gros, pour le dire rapidement, la sécurité et la liberté. Et en fait, ces deux préférences ou deux angles d'attaque du sujet antiterroriste qui sont en permanence là, puisque, en termes de politique régalienne, évidemment, cette tension, cette recherche d'équilibre entre sécurité et liberté, et dans un régime représentatif, ça parcourt un peu l'ensemble des politiques de sécurité, des politiques régaliennes. Et en fait, on a donc ces deux cultures stratégiques antiterroristes qui préexistent, et finalement c'est la faille extérieure, qu'elle soit de sécurité ou de légitimité, qui va finalement faire gagner l'un ou l'autre. Mais ce qu'on observe, c'est que malgré tout, là je vous en ai donné que 3, mais je ne sais pas si... c'est un tableau qui est encore plus long, mais en tout cas, il y a eu des dizaines et dizaines de textes antiterroristes qui ont été adoptés entre 2001 et 2015, qui est ma période d'études, et qui vont quasiment tout dans le sens du durcissement et beaucoup moins dans le sens de l'assouplissement, parce que justement, ce n'est pas asymétrique, parce qu'on a beaucoup plus tendance à identifier des failles de sécurité que des failles de légitimité. Donc là, à titre d'exemple, bon, le 11 septembre, c'est évidemment une faille de sécurité majeure, mais l'expiration des dispositions temporaires, c'est une faille de sécurité mineure. D'ailleurs, alors les défenseurs vont dire que ça a été utilisé, mais quand ils essayent de trouver des exemples, il n'y en a pas tellement, ou en tout cas c'est contestable. Il y en a beaucoup qui disent que ces dispositions n'ont jamais été utilisées, donc finalement c'est assez drôle. Enfin, ça pourrait rassurer les défenseurs des libertés publiques. Mais en tout cas, voilà, c'est des dispositions qui sont très, très marquantes, mais qui finalement ont peu servi et sont peu utiles pour lutter contre le terrorisme. Et d'ailleurs, il y a même des sondages qui montrent que à la fin des années 2010, les Américains étaient assez confiants que si on laissait ces dispositions expirer, ça n'accroîtrait
pas l'insécurité aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que on pourrait imaginer l'opinion qui veut absolument toujours plus de sécurité, qui s'inquiète et qui est irrationnelle. Finalement, pas tant que ça. Par contre, pour arriver à un assouplissement, il faut vraiment des scandales majeurs, comme l'affaire Snowden, dans la foulée de Wikileaks. Un autre exemple de loi d'assouplissement, c'est sur les Military Commissions Act, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ce qui est sur les règles pénales à appliquer, les droits de la défense à accorder aux prisonniers, aux combattants irréguliers capturés, donc en particulier ceux de Guantanamo. Et là, la faille de légitimité venait de manière assez intéressante de la Cour suprême qui avait condamné l'État, le gouvernement fédéral, pour déni des droits de la défense, enfin, manquement aux droits de la défense de ces détenus, de ces combattants irréguliers retenus à Guantanamo. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Pour le Freedom Act, on avait aussi toute la société civile, notamment l'American Civil Liberties Union, et puis d'autres, en particulier des associations de la société civile focalisées sur l'informatique, sur la liberté du net, comme Electronic Frontier Foundation, qui ont fortement appuyé le Freedom Act pour restreindre les pouvoirs accrus de l'État. Donc voilà, il faut vraiment des scandales de légitimité majeure pour revenir sur des lois appliquées. Et donc c'est pour ça, ah oui voilà, là on peut passer la diapo d'après, encore après. Ça c'est un des graphiques qui est dans le livre. Bon, je ne vais pas vous le résumer, mais en gros l'idée c'est qu'on a une espèce comment dire, on a un phénomène d'hystérésie, ce qu'on appelle en diverses disciplines hystérésie, c'est-à-dire quand la conséquence continue à s'appliquer alors que la cause s'est arrêtée. Donc là, par exemple, la demande de sécurité en termes d'opinion publique mesurée dans des sondages a fortement augmenté, évidemment, après le 11 septembre, mais s'est montré beaucoup plus nuancé après. Et pourtant, des lois sécuritaires ont continué d'être adoptées. Donc, c'est-à-dire, on continue à offrir, le gouvernement continue à offrir de la sécurité, même quand la demande de sécurité ne monte plus. Donc ça, c'est le phénomène d'hystérésis. Sauf que là, il y a en plus un deuxième effet qui s'ajoute, c'est l'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les lois déjà adoptées ou à la marge. Donc c'est pour ça que le Freedom Act proroge les 3 dispositions en encadrant une autre partie de la politique antiterroriste. Mais malgré tout, on garde. Il y a l'effet de cliquet du Patriot Act, finalement. Le Patriot Act, en 2015, était pleinement en vigueur, puisque donc, il a été prorogé en intégralité. Enfin, les 3... il était déjà pleinement en vigueur depuis 2002, et la pérennisation de 12 des dispositions temporaires sur 15, mais les 3 dernières qui étaient temporaires ont continué d'être prorogées par le Freedom Act. Donc on a cet effet de cliquet où finalement, ce qu'on va, pour résumer, face à une faille de légitimité, on va encadrer des pouvoirs, mais on va très rarement revenir en arrière complètement. L'acquis du durcissement de la loi se maintient, et c'est seulement sur des points précis qu'on a un assouplissement. Et par contre, évidemment, s'il y a une faille de sécurité, là, par contre, on va encore durcir davantage. Ouais. Donc voilà pour la symétrie. On a un effet de cliquet qui fait que finalement, tendanciellement, il va toujours y avoir des failles de sécurité, il va toujours y avoir des attentats ou des dispositions à proroger ou n'importe quel phénomène qui fait qu'on se dit qu'il faut durcir la loi. Et par contre, les failles de légitimité, les scandales publics, ça va être... il faut que ce soit massif, il faut que ça choque l'opinion, donc là, c'est jamais gagné. Quoi. Absolument, c'est ce que tu disais en plus. Peu importe le clivage partisan ou même les divisions au sein des majorités, il y avait un consensus sur le fait de ne pas revenir à une situation législative comme celle d'avant le 11 septembre. En fait, ça, peu importe les divisions. Ça, c'est vraiment... c'est l'effet de cliquet. Ouais. Exactement. Il n'y a à aucun moment
aucun élu a proposé de revenir, d'annuler, d'abroger le Patriot Act. Même les plus farouchement opposés, en fait, ne le proposent pas et c'est même pas la peine. Hein. Mais justement, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais de culture stratégique à des deux, donc liberté, sécurité, parce qu'en fait, c'est une approche dans ton ouvrage qui est assez intéressante parce qu'il y a pas mal de travail qui a été fait dans une approche, une perspective plus rationaliste ou critique de l'antiterrorisme américain, mais cette approche culturelle qu'on pourrait presque un peu assembler à un modèle plus constructiviste qui se base sur les idées, c'est assez novateur dans ton ouvrage. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que tu t'es dit déjà que tu voulais travailler sur ça et comment est-ce que tu t'es dit que ce serait un élément discriminant quand même pour comprendre la politique antiterroriste américaine. Alors, si je reprends mes chiffres, alors ils sont pas tout jeunes, mais dans les études sur le terrorisme, sur quelques dizaines de milliers d'études, il n'y en avait qu'une poignée qui évalue les programmes. En fait, l'évaluation des effets de la politique antiterroriste ou des mesures antiterroristes est très rarement fait. On s'intéresse finalement assez peu à comment les politiques antiterroristes sont produites. Après tout, ça paraît assez intuitif. Il y a un attentat, on donne plus de pouvoir à la police. Là encore, les lois sont déjà rédigées à l'avance. Finalement, le Patriot Act, c'était un peu la liste de Noël du FBI. Donc, on se dit, il n'y a pas trop de problèmes à résoudre, oui. Pourquoi s'intéresser à ça? Alors en fait, en sciences politiques, quand on s'intéresse plus précisément, en fait, il y a différentes approches, comme tu les as citées. Il y a les réalistes, donc eux, ils disent faut voir le monde de manière pratique et concrète. Les États vont réagir en fonction de la capacité militaire, policière des États et de l'origine de la menace, est-ce que ça vient de chez eux ou de l'extérieur. Donc là, classiquement, aux États-Unis, ils sont très très puissants, et Al-Qaïda, ça venait de l'étranger, donc forcément, opération militaire. Ouais. Finalement, on a vu durant la décennie que les Britanniques, beaucoup moins puissants, ils ont quand même participé à la guerre en Irak, mais pas la France. Mais par contre, en 2014-2015, là, c'est la France et le Royaume-Uni qui s'impliquent beaucoup. En 2013, la France au Mali, alors que évidemment, les capacités militaires de la France sont bien inférieures à celles des États-Unis. Les États-Unis qui, eux, avaient plutôt envie de se désengager du Moyen-Orient, même si ça a été long parce que c'était compliqué. Donc finalement, l'approche réaliste en fait explique pas bien les différences. On avait une approche constructiviste aussi, mais un peu trop générale, qui disait, en gros, il y a des préférences stratégiques. Les Américains, ils aiment plus faire la guerre. Les Européens, ils aiment plus le droit. Donc les Américains, ils vont plus envoyer des soldats. Et puis les Européens, ils vont plus parler de négocier des règles multilatérales avec l'ONU, etc. Finalement, là non plus, ça ne marche pas, puisque là encore, les Britanniques et les Français sont intervenus au courant des années 2010 en Afrique, au Moyen-Orient, militairement. Est-ce que les Américains s'en dégageaient ou tentaient de s'en dégager? Donc c'est des explications qui sont trop générales, qui ne permettent pas bien d'expliquer les choses. Donc je me suis dit, il faut ouvrir la boîte noire de l'État, faut regarder comment ça se passe concrètement. Donc là aussi, les études qu'on avait se concentraient beaucoup sur le gouvernement, sur la branche exécutive. Et l'idée, pour moi, c'était plutôt de regarder comment l'exécutif il agit à l'intérieur de règles, et ces règles elles sont adoptées par le Congrès. Là-dedans, on avait quelques auteurs qui n'allaient pas tellement creuser la raison pour laquelle on avait donc cette accumulation de lois qui durcit la législation. On en avait un qui disait finalement, qui partait du postulat que les États-Unis surréagissaient au terrorisme, dépensaient trop. Il disait, il a fait une étude qui disait, en gros, pour que ce soit rentable, étant donné l'explosion des coûts de sécurité intérieure, pour que cette politique soit rentable, il faudrait, entre 2000 et 2010, il faudrait que ça permette d'empêcher 4 11 septembre par an. Bon, je pense qu'on peut... alors, on ne peut pas le prouver, mais je ne pense pas que ça ait été le cas.
Et ça, c'est en dehors des coûts des guerres en Irak et en Afghanistan qui multiplient les coûts engagés par les États-Unis contre le terrorisme. Juste un détail, les coûts d'opportunité dans les aéroports, si vous faites 30 minutes d'attente supplémentaire à cause de la sécurité, tous les ans, c'est 8 milliards de dollars. Donc on a des politiques extrêmement coûteuses. Donc lui nous dit, en fait, les États surréagissent et dépensent trop, mais alors il se mouille pas trop sur les raisons, mais finalement il dit que il penche plutôt pour l'idée d'une pression de l'opinion. L'opinion est irrationnelle, l'opinion est apeurée après un attentat, c'est horrible, les gens demandent des explications, sont apeurés, etc. Et donc font pression sur des dirigeants qui, eux, seraient plus rationnels. On a un autre chercheur qui lui dit, alors le problème c'est... qui dit non, qui va aussi dans ce sens-là, qui a plus creusé le sujet, qui apporte des arguments qui sont intéressants, qui dit finalement l'offre de sécurité, donc c'est-à-dire les mesures prises par le gouvernement, répondent à la demande qui vient de l'opinion, la demande de sécurité. Et le problème, c'est par divers arguments, il dit la demande va toujours dépasser l'offre. D'accord. Donc c'est-à-dire en gros les gens vont toujours demander plus de sécurité, plus vous avez de la sécurité, plus vous en demandez. Donc c'est ce que lui appelle le dilemme de sécurité intérieure. Donc c'est un cercle vicieux. Le gouvernement va mettre en place des mesures, mais l'opinion va en demander plus, ou il y aura un autre attentat, et donc bref, on est pris dans cet engrenage. Et justement, ma critique de cette approche, qui par plusieurs aspects est convaincante, c'est de dire que finalement, non, la demande ne dépasse pas toujours... la demande est fluctuante en réalité. Et ça, à l'appui de ça, j'avance des enquêtes qui ont été menées sur l'opinion ou des sondages qui montrent que, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, après le 11 septembre, effectivement, il y a eu un pic, une demande de sécurité très forte, mais que dès l'automne 2002, elle était retombée à un niveau pré-11 septembre. On a aussi des résultats de sondages qui montrent, enfin d'enquêtes, qui montrent que les Américains n'avaient pas des attentes déraisonnées envers l'efficacité de ces mesures. Ils disent, oui, d'accord, il faut qu'on ait des mesures, il faut qu'on donne des pouvoirs à l'État, mais c'est pas pour ça qu'on va plus jamais avoir d'attentats. C'est, comme je dis tout à l'heure, des sondages dans la fin des années 2010 qui disent que les Américains ne croient pas que l'expiration des dispositions temporaires du Patriot Act vont accroître l'insécurité des États-Unis. Donc finalement, l'opinion est fluctuante. Donc c'est pour ça que j'en suis venu à cette idée d'hystérésis qui est schématique, mais qui dit finalement l'opinion, elle peut baisser, augmenter, mais c'est pas ça qui explique. On n'a pas des dirigeants clairvoyants, plus rationnels que la moyenne, très pas idéologiques, pas soumis à la peur, à la colère, qui seraient sous la pression d'une opinion publique un petit peu apeurée, qui ferait des pressions excessives sur les dirigeants. Non, en fait, l'offre de sécurité, elle vient parce que les élus eux-mêmes sont soumis à un peu le même genre d'irrationalité que l'opinion. Alors certes, ils sont mieux informés. Là, les élus qui ont travaillé sur les textes évoqués appartiennent aux commissions du Congrès qui sont spécialisées sur ces sujets-là. Mais donc ils sont certainement mieux informés. Ils ont accès aussi à des informations classifiées, mais ça ne les empêche pas d'être soumis à des biais, et c'est ça, d'être soumis à des biais qui vont les pousser à faire adopter des lois dont l'efficacité en fait n'est pas prouvée. Oui, qui ne sont pas forcément voulues de manière très véhémente en fait par l'opinion publique, quoi. Et donc ces deux cultures, liberté, sécurité, elles vont amener ce que tu disais. Soit on va avoir ce principe de redevabilité, donc les institutions doivent justement se responsabiliser pour leurs actions, soit de coercition, donc pour durcir les lois. Mais est-ce que ces deux principes-là, ils vont tout le temps être en opposition incompatible, ou est-ce qu'on peut penser à une certaine
pas harmonie, mais au moins complémentarité en fait, entre ces deux principes-là. Alors ouais, c'est un résultat que j'ai obtenu. Comme je disais tout à l'heure, finalement, dire l'opposition sécurité-liberté, c'est un peu classique, c'est un peu intuitif, on se dit qu'il n'y a pas vraiment besoin de creuser ça. Mais finalement, ce qui est intéressant à regarder, c'est que ces deux cultures stratégiques ne sont pas, comme tu le suggères, sont pas tant en opposition que complémentaires. Parce que finalement, qu'est-ce qui rend... qu'est-ce qui fait qu'un pouvoir est légitime? C'est qu'il est, bien sûr reconnu comme légitime. Bon, ça, c'est... on considère qu'il est installé de manière juste, bonne, bénéfique, mais aussi qu'il est efficace. Donc c'est pour ça, finalement, un gouvernement qui offrirait que de la sécurité mais sans légitimité atteindrait des limites. Et c'est ce qu'on voit un peu dans les dictatures qui vont dire nous, on n'a pas de criminalité ou on n'a pas de terrorisme, mais ça n'empêche pas d'avoir de l'instabilité. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de violence politique dans les pays autoritaires, alors qu'on devrait... Si c'était que de la sécurité, ils contrôlent tout le monde et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence politique. En fait, si, il y en a, et peut-être plus que dans les régimes représentatifs. Mais effectivement, que de la légitimité, une protection, disons, absolue des libertés publiques ferait en sorte que l'État ne se donne pas les moyens de lutter efficacement contre des acteurs violents. Et donc, ce gouvernement-là se mine lui-même en étant inefficace à offrir de la sécurité. Donc voilà, l'idée c'était de pousser un petit peu plus loin cette opposition sécurité ou liberté. La sécurité, c'est la première des libertés, etc. C'est pas en plus, aux États-Unis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Aux États-Unis, la première des libertés, c'est d'être libre du gouvernement fédéral. Donc c'est qu'en France, la liberté est beaucoup plus conçue comme étant garantie par l'État. Aux États-Unis, elle est plutôt garantie comme étant quand l'État est hors des affaires des citoyens. Donc voilà, finalement, c'est moins une opposition. Cette opposition est un peu stérile, puisqu'en réalité, c'est complètement complémentaire. Et d'ailleurs, on le voit dans... Ça, c'est à l'intérieur des... Là, tout ce que je viens d'évoquer, ça concerne plus les dirigeants, qui soient dans la branche législative ou exécutive. Donc, ils savent qu'ils doivent fournir à la fois de la sécurité, mais aussi de la légitimité. Mais dans la population aussi, puisqu'on voit bien dans les sondages que certains sont prêts à accepter des mesures qui vont restreindre une part de leur liberté au service de la sécurité de la société. Et donc, il peut y avoir une demande de... la société peut te demander... Enfin, là, bon, je fais un peu... J'anthropomorphise un corps social, mais disons, c'est comme si la société était un individu, des fois, c'est comme si la société demandait elle-même à être surveillée. Alors, bien sûr, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, les gens qui disent qu'il faut surveiller, ils pensent pas ils pensent à surveiller les autres, quoi, mais pas eux-mêmes. Mais puisqu'ils vont vous dire, si on n'a rien à se reprocher, on peut bien être surveillé. Mais voilà, quoi, c'est comme si le corps social avait cette demande d'être surveillé. Donc voilà, comme si la société était entre guillemets partie prenante ou complice de cette fabrication d'une législation sécuritaire. Je pense que ça, tu résumes bien, tu le cites pas mal dans ton livre, tu dis que la principale motivation du législateur américain, c'est d'assurer un contrôle qui est légitime. Donc là, on retrouve les deux questions-là. Mais tu précises aussi que ce n'est pas tant le contrôle en lui-même, mais une simulation de contrôle. Et je trouve ça intéressant. Alors c'est ça, effectivement, c'est quelque chose que je rappelle, parce que finalement, c'est un petit peu que je cite plusieurs fois pour bien montrer que c'est ça la leçon, ou la conclusion, ou l'interprétation, le résultat principal du livre, c'est que effectivement, un gouvernement doit offrir donc un contrôle qui est légitime pour être stable et pour durer dans le temps. Mais même si ce contrôle légitime est en quelque sorte fictif.
Donc une simulation de contrôle. Ça a été étudié dans en psychologie sociale. Il y a deux manières de réduire l'anxiété face à un risque. C'est premièrement l'exposition au risque. Bon, alors là, en termes de terrorisme, je pense que personne n'a envie d'être plus exposé. Mais c'est aussi le sentiment de contrôle. Ou le contrôle de ce risque. Mais du coup, le sentiment de contrôle est équivalent. Si on a l'impression qu'on contrôle, même si ce n'est pas vrai, on est quand même rassuré. Et donc voilà, le Patriot Act, dans ses mesures les plus controversées, on peut très largement se questionner sur l'apport réel, le gain réel en matière de sécurité. Mais par contre, ça rassure. Une fois qu'on a voté la loi, c'est bon, on a bien travaillé, on a mis... il y a tous les développements sur le financement du terrorisme. Là, ça demanderait des études à part. Je suppose que ça a eu des effets relativement concrets. Mais ils ont mis, par exemple, 30 000 agents à la frontière canado-américaine. Alors, ces gens-là, il a fallu les recruter. Non, parce qu'en fait, il y a une croyance persistante parmi l'administration américaine que les terroristes du 11 septembre seraient venus par le Canada. Parce que le Canada, ils sont trop gentils, ils aiment trop les réfugiés, puis c'est une passoire, puis ils ne sont pas très sérieux. Donc finalement, ils sont venus par le Nord. Mais ça vient vraiment de gens... c'est une croyance qui est vraiment... ou qui a été vraiment répandue, y compris chez des gens sérieux, pas des hurluberlus. C'était pas QAnon, non, c'était vraiment des gens à des postes de responsabilité qui disaient ça très sérieusement. Et donc ces 30 000 agents, c'est un coût, mais ça a un impact sur la sécurité, sur l'antiterrorisme dont on peut estimer qu'il est proche de zéro. Et pourtant, c'est passé. Et donc voilà. Un sentiment de contrôle, mais on peut le dire dans tout un tas dans un peu tous les domaines finalement de l'action législative. D'ailleurs, on critique ça. On dit c'est des lois d'affichage où ça coûte cher, mais ça va avoir aucun impact ou un impact négatif. Finalement, c'est un aspect qui est relativement commun de l'activité législative. Terrorisme non plus. Ni aux États-Unis. Et puis on pourrait s'attendre. L'application permanente des pouvoirs d'exception aussi, ça va au-delà on pourrait espérer que ça aille au-delà aussi d'une simple simulation et pas juste... Ouais, alors c'est ça finalement, c'est derrière, sous couvert de... Enfin, sous la croyance que ces lois apportent de la sécurité, oui, finalement, ce qu'on fait réellement, les faits réels, c'est qu'on accroît par contre les pouvoirs de l'État. Ça, c'est sûr que s'ils veulent accéder aux données d'activité, ça par contre, ils ont le droit, même si ça n'a pas été utilisé dans des affaires terroristes. En attendant, le pouvoir est là. Donc ça par contre, ça reste. Ça, c'est un effet réel. Oui, avéré. Avéré. Donc il nous reste une petite vingtaine de minutes. Moi, j'ai évidemment d'autres questions, mais s'il y a d'autres questions dans la salle ou en ligne, n'hésitez pas. On peut peut-être mettre la dernière diapo ou celle d'avant plutôt, dans ce cas-là. Voilà. Donc ça, c'est sur le rapport de force. Ah oui, quand on parlait si vous voulez plus de détails, on peut le mettre en fond. S'il y a des... Ouais, dis peut-être deux petits mots sur les différentes qualifications. Oui, donc ce sont chaque ligne correspond à une des lois, donc Patriot Act, Patriot Sunset Extensions Act et Freedom Act. Ceux qui sont la double barre verticale, c'est ce qui est à gauche de la double barre verticale, c'est ceux qui ont voté pour le Patriot Act, pour sa prorogation, et contre le Freedom Act. Ce qui est à droite de la double barre, c'est ceux qui ont voté donc, contre le Patriot Act, contre sa prorogation et pour le Freedom Act. Et à l'intérieur, c'est dans l'analyse des débats législatifs que j'ai faits, il y a des sous-groupes de durcisseurs ou d'assouplisseurs. Donc D, c'est pour ceux qui veulent durcir la loi, A, c'est pour ceux qui veulent assouplir la loi. Et donc c'est ce qui correspond aux couleurs. Les durcisseurs, je les ai mis en rouge et les assouplisseurs en bleu. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des différents positionnements à l'intérieur de cette grande dichotomie durcisseur ou assouplisseur.
Mais je vais le laisser là pour bien sûr. s'il y a des questions. Oui, absolument. N'hésitez pas vraiment si vous avez questions sur les schémas peut-être ou sur des points qui ont été soulevés. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, j'ai pas lu le livre et je ne sais pas si mes questions seraient hors sujet. Mais est-ce que ce Patriot Act et ce Freedom Act, etc., ont eu des impacts sur ce qui est maintenant appelé le terrorisme suprémaciste? Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé ou c'est vraiment des lois et des actes qui sont concentrés sur vraiment le terrorisme extérieur? Parce que j'ai la sensation que c'est en ce moment le type, si on peut appeler ça un type de terrorisme qui concerne le plus les États-Unis. Donc voilà, c'était pour savoir si vous abordez ça ou si vous avez des éléments de réponse. Alors j'ai moins étudié leur utilisation réelle. En fait, ça je l'ai pas évoqué, mais en fait toute cette démonstration, je l'ai faite sur la base de l'analyse des débats législatifs qui précèdent les votes. Donc en fait, j'ai sur les éléments, sur l'utilisation factuelle. Alors je me suis un peu renseigné sur le contexte de ces lois, mais c'est essentiellement dans les débats eux-mêmes que je me suis intéressé à leur application réelle. Donc c'est-à-dire quand, par exemple, l'un va dire c'est une loi qui a été utile parce que ça nous a permis d'arrêter telle personne ou d'empêcher tel attentat. Pour ce qui est du suprémacisme, en fait, j'irais plus. C'est qu'en fait, la question, c'est de savoir comment on qualifie les actes juridiquement. Il y a d'ailleurs ce débat de la même façon en France et dans d'autres pays, c'est est-ce qu'un acte violent, est-ce qu'il est politique et s'il est politique, est-ce que c'est du terrorisme ou pas? Et donc aux États-Unis, en fait, le problème c'est que la violence d'extrême droite, en fait, ça prend la forme souvent des fusillades. Et donc là, si on n'applique pas les qualifications de terrorisme, du coup, la personne sera jugée, mais pas. Si c'est pas qualifié de terrorisme, c'est juste que ça va changer les moyens d'enquête de la police. Mais de toute façon, là, on parle de pouvoirs fédéraux. Et donc, ça peut très bien être la police de l'État concerné par la fusillade qui va mener l'enquête. C'est juste qu'elle n'aura pas ces moyens étendus d'enquête. Mais je pense que c'est comme ça que ça va... ça va être ça l'impact de ces lois sur le traitement de la violence politique d'extrême droite. Et ensuite, c'est une question de rapport de force dans l'opinion. Si on commence à dire « Ah, c'est un déséquilibré, il n'avait pas toute sa tête, etc. », c'est pas la même chose que si on dit « Ah, c'est des terroristes qui voulaient nous détruire ». Pour ce qui est donc justement de la qualification de ça, c'est marrant parce que c'est justement sous Trump que c'est la première fois que la stratégie nationale antiterroriste a inclus les suprémacistes, comment ils appellent ça, les Anglais ou les Allemands appellent ça les citoyens souverains, les sovereign citizens, enfin les anti-gouvernementaux, survivalistes, etc., toute cette mouvance. Et donc c'est de manière assez ironique, c'est sous Trump que pour la première fois la stratégie américaine mentionne et les met dans le collimateur, entre guillemets. Ensuite, faudrait voir dans les actes qui ont été perpétrés s'ils ont été qualifiés de terroristes ou pas, mais je pense que les derniers, Peyton Gendron et autres, ça a dû être, ils ont dû être qualifiés de terroristes, mais ça modifie juste les moyens d'enquête, mais quand la personne est morte, de toute façon, la poursuite s'éteint. Oui, en tout cas, je pense que ça revient aussi à un décalage qui revient encore une fois à la question de la culture stratégique aux États-Unis entre la perception du terrorisme islamiste et le terrorisme suprémaciste blanc, qui ne sont pas du tout traités de la même manière. Et je ne sais pas si dans les débats, échanges qu'il y a eu justement dans les chambres et au Sénat, il semble quand même que ça tend vers un certain type de terrorisme, même si parfois le terrorisme suprémaciste blanc a été plus meurtrier et bien plus violent aussi que le terrorisme
islamiste certaines années. Ouais, le problème, c'est que si on pense aux attentats qui sont déjà survenus, en fait, ces moyens d'enquête, en fait, ils sont beaucoup moins nécessaires dans la mesure où l'acte est déjà survenu. Donc, les auteurs souvent sont déjà morts ou capturés. Donc, et plus vraiment. Là, on parle de moyens d'enquête qui servent à déjouer des attentats. Donc ça, malheureusement, tout ça est couvert par le secret. Donc même des personnes surveillées peuvent pas demander. Enfin, il y a des arrêts de la Cour suprême là-dessus où les gens demandent. Enfin, luttent pour savoir si eux-mêmes sont surveillés, mais parce qu'en fait, les mandats qui autorisent la surveillance sont eux-mêmes couverts par le secret. Donc ça veut dire que même révéler avoir été surveillé peut en soi être une infraction. Donc là, évidemment, c'est extrêmement dur de savoir qu'est-ce qui est réellement fait. C'était d'ailleurs, pendant ce travail, c'était même des fois un peu frustrant parce qu'on se dit, le Patriot Act, ça a fait vraiment c'était un choc et tout ça, mais quand on lit les textes, c'est pas spectaculaire, c'est une matière très technique. C'est un peu dur d'identifier réellement là où ça peut coincer, d'avoir des exemples en tête. Alors on a des arrêts de la Cour suprême où là on a des cas du coup qui ne sont pas des attentats. On a des cas qu'on peut étudier pour voir comment ça a pu, comment telle mesure a pu avoir un impact sur les libertés publiques. Mais de toute façon c'est incommensurable. On ne peut pas mesurer qu'est-ce qui est une atteinte à la vie privée. Comment ça se chiffre. Un attentat, on peut compter les morts. Mais atteinte à la vie privée, c'est grave comment Comment on mesure à quel point c'est grave. Comment on mesure l'effet dissuasif de mesures de surveillance, le chilling effect. Donc c'est par exemple si on facilite la surveillance de mouvances considérées comme violentes, il y a toute une partie de mouvements sociaux tout à fait légaux dans la société qui vont se dire peut-être qu'il ne faut pas trop manifester, qui vont peut-être moins aller dans les manifestations, ils vont moins faire d'actions de désobéissance civile, etc. Mais ça, comment on mesure cette dissuasion-là? Ça, c'est extrêmement dur. Donc, Merci pour la présentation. Alors, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans votre champ d'expertise, mais on fait souvent le parallèle entre le Patriot Act de 2001 et avec la loi du renseignement en France en 2015. Donc, est-ce que vous pensez que ce parallèle est pertinent au-delà du fait que ça ait lieu dans un contexte post-attentat, ou est-ce que dans le contenu et dans ce qui a pu s'observer dans les débats, vous pensez qu'il y a un parallèle pertinent à établir? Alors, j'ai pas assez étudié les lois françaises pour pouvoir avoir un avis pertinent. De manière extrêmement générale, j'imagine que ça aurait du sens, sachant que, en fait, à moyens égaux, la législation française était déjà très très avancée en matière de lutte contre le terrorisme, notamment avec la création de l'association de malfaiteurs terroristes en 1996, qui permettait donc de poursuivre de manière extrêmement précoce les infractions. Sachant que dans le cas américain, le Bill of Rights, la Déclaration des droits, protège de manière extrêmement sérieuse les libertés publiques des citoyens. Par exemple, les mesures dont j'ai parlé, dans la loi, en tout cas, c'est tel que c'est écrit, et ensuite il y a son application concrète. Mais en tout cas, dans la loi, aucune de ces mesures peut être utilisée pour surveiller des individus ou pour enquêter sur des discours qui sont protégés par le premier amendement. Sauf que le premier amendement aux États-Unis, donc sur la liberté d'expression, ça va très loin. On peut légalement proférer toutes sortes de discours radicaux et extrémistes aux États-Unis tant qu'on n'appelle pas directement à la violence. Vous avez tout à fait le droit d'être néo-nazi aux États-Unis, vous n'êtes pas poursuivi. Donc ça veut dire que si moi je monte un groupe néo-nazi et que tant que j'incite pas directement à la violence, mais que je propage toutes sortes de littérature néo-nazie, normalement, on ne peut pas enquêter sur moi avec les moyens du Patriot Act. En France, c'est pas la même chose. Donc, ouais, les moyens français, disons à PIB, si on prend comment dire, la France a probablement des moyens plus forts, mais c'est juste que les budgets étant plus petits,
certainement que, par exemple, la surveillance électronique est moins poussée qu'aux États-Unis. Ça, c'est ça, c'est certain. Mais les moyens légaux, eux, pour le coup, qui sont gratuits, entre guillemets, eux, vont déjà très loin. Donc voilà, je ne m'aventurerai pas trop sur le parallèle avec la loi de 2015. En plus, il y en a eu d'autres. Donc je préfère pas dire de bêtises. Je pense qu'il y a aussi une différence, là, comme tu disais, la Patriot Act, ça se concentre pas mal sur le financement. Sur les 120-130 pages, c'est énorme, alors que la loi de 2015 sur l'enseignement, c'est beaucoup plus les mesures et méthodes pour justement les systèmes de renseignement. Et puis en 2015, c'est la première fois qu'on a un cadre légal, réel pour le renseignement. Et ça on va peut-être le voir avant aux États-Unis, ou alors dans la loi qui vient après de Intelligence and Terrorism Prevention Act. Mais effectivement, oui, sinon il y a pas mal de choses qui se recoupent. Je voulais juste faire un ajout, c'est que quand le Patriot Act a été voté, ça a été quand même assez discriminatoire pour tout ce qui était population du Moyen-Orient. Hein. Donc c'était quand même bien dirigé, non pas vers les suprémacistes blancs, mais c'était vraiment orienté. Et là, il y a eu des dégâts dont on a parlé dans le monde occidental très doucement. Hein. Absolument. Voilà. Oui, bien sûr. Donc on voit, la démocratie américaine, elle en prend un coup quand même, dans l'Occident en général, quoi. Oui, bien sûr, c'est évident. Là, pour le coup, pour revenir à l'approche réaliste, entre guillemets, sur l'origine de la menace, c'est très clairement, les menaces ne sont pas traitées de la même façon selon leur idéologie et puis et de manière corollaire, l'identité de ces auteurs. On le voit bien en France, toutes les radicalités violentes ne sont pas traitées de la même façon, avec la même intensité ou la même intensité. Et aux États-Unis, oui, c'est très clair. Pour ce qui est, malheureusement, c'est ça. Là encore, c'est très dur de faire d'avoir une information centralisée sur sur les abus ou sur les surreprésentations de qui a été surveillé ou quoi. En fait, c'est ça c'est qu'il y a assez peu de trucs spectaculaires. En fait, des cas comme l'affaire Snowden, en fait, c'est justement c'est précieux pour les défenseurs des libertés parce que ça permet de focaliser l'attention sur. Voilà, c'est ça en fait la surveillance d'État. Ça permet en une image, on sait ce que c'est. Tandis que s'il y a 100 cas de surveillance un peu abusive, c'est pas très clair, où on cible plutôt telle communauté, c'est beaucoup moins visible et les lobbies qui défendent ces communautés, eux, justement, s'affairent à réunir des preuves et montrer à quel point ça peut être systémique ou pas, sachant qu'en plus, au-delà de la législation, dans le contexte américain, dans la société, il y avait effectivement une vague d'islamophobie qui s'est déclenchée. Alors, islamophobie, mais aussi intérêt. Il y avait des ruptures de stock de Coran. C'est assez intéressant de voir finalement les gens chercher des réponses dans le texte, en fait. Mais effectivement, il y a eu des agressions contre des musulmans, etc. Donc, c'est peut-être ça qui a marqué l'opinion plus que des enquêtes particulières avec les moyens du Patriot Act. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur à détecter. Tu parlais du renseignement aussi de masse qui est permis, du moins avant 2015. Aussi, c'est sûr qu'avec ce renseignement massif, c'est massif, mais il y a aussi bien sûr certaines populations qui sont ciblées tout de suite. Tu parlais justement de rechercher à travers les sceaux justement certaines thématiques ou certains noms ou certaines inclinations. Là, évidemment, on va avoir une similarité ou une convergence aussi avec des biais qui sont ethniques, religieux ou quoi. Mais là où je mettrai un bémol, parce que malgré tout, le djihadisme est toujours resté exogène aux États-Unis. Les attentats djihadistes ou liés à l'islam venaient quasiment tous de personnes qui étaient au moins binationales ou étrangères ou avec un titre de séjour, ce qui est complètement différent du cas de la France où on avait affaire à une très grande majorité de Français, même s'il pouvait y avoir des binationaux, des Français d'origine étrangère, etc. Mais malgré tout, c'était des Français nés en France, etc.
Donc effectivement, ça n'a pas les mêmes, implications en termes de politique. En fait, le gros de l'antiterrorisme américain, c'était les guerres. Pour ce qui est les attentats, ça venait du suprémacisme, mais et finalement assez peu des djihadistes. Donc, contrairement à la France, où là, par contre, c'est devenu endogène. Si on n'a pas d'autres questions, vous me dites, bien sûr. J'aimerais bien revenir sur un dernier point, en plus, qui peut nous servir en guise de conclusion. Tu le cites rapidement dans ta conclusion, justement, mais aussi dans la préface de Jean-Vincent. Tu dis qu'un peuple, même les États-Unis, qui sont continuellement, pas continuellement, mais du moins légalement privés de ses libertés à travers ces mesures hyper sécuritaires, peut au final se retourner contre ces lois-ci. Donc j'aimerais savoir à quel point tu penses que c'est un argument qui aux États-Unis est applicable ou au moins réaliste. C'est assez dur à dire. Ce qui est vrai, c'est que, d'ailleurs c'est une des recherches sur lesquelles je m'étais appuyé, il y en a des chercheurs qui ont examiné finalement les cycles les cycles sécuritaires aux États-Unis, en prenant l'exemple de la période macartiste, de la période d'hostilité contre les Japonais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le macartisme, et puis contre le mouvement des droits civiques. Donc il y avait des cycles, et puis c'est vrai que ces chercheurs concluaient en disant il y a quand même des fois des retours en arrière. Un cycle, au bout d'un moment, s'achève, mais l'effet de cliquet, oui, fait que même quand ça s'achève, ça ne veut pas dire qu'on revient au point initial. Et ce qui est arrivé, c'est le Trumpisme, où là, ça modifie vraiment beaucoup. Ça modifie même le modèle, parce que oui, ça, je vous l'ai pas dit, mais alors là, avec Trump, on ne devrait plus être surpris d'être surpris. Mais finalement, les 3 dispositions temporaires ont expiré, en réalité, en 2020. Grâce à l'intervention très directe de Trump, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense. Puisque donc, comme je vous l'ai dit au tout début, la dernière prorogation des dispositions temporaires, c'était en 2019, pour mars 2020, et là, coup de tonnerre. Donc vous savez que c'est le président qui promulgue la loi une fois qu'elle est votée par le Congrès, et là, il menace de mettre son veto si la loi proroge les 3 sections, si la nouvelle loi de prorogation proroge ces 3 sections. Et en fait, alors, dans ce qu'on a pu lire dans la presse sur cette affaire-là, apparemment, il craignait que en fait, ça puisse être utilisé contre lui dans le cadre des enquêtes sur l'ingérence russe. Puisqu'en fait, à ce moment-là, il avait un de ses conseillers, Carter Page, qui était sous enquête du FBI. Et apparemment, alors c'est dur de savoir ce qui s'est passé, mais visiblement, il n'a pas cru ou il n'a pas compris que... ses conseillers lui ont dit, mais ces 3 sections-là ne vont pas servir le FBI dans cette enquête-là. On n'est pas dans un cas comme ça. Mais toujours est-il que lui, il n'en démordait pas. Et là, les républicains du Congrès, Mitch McConnell et les autres ont dit oui, d'accord, on ne vote pas la prorogation. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, je ne sais pas, finalement. Parce que par ailleurs, le Trumpisme a très fortement radicalisé l'opinion en faveur de mesures sécuritaires, en particulier si ça cible les étrangers. Ça, dans les sondages, on le voit, les mesures sécuritaires sont beaucoup plus acceptées si c'est pour les autres. Voilà. Donc pas juste les autres citoyens, mais du coup les autres les étrangers. Ouais. Ça, c'est assez clair. Mais là, du coup, oui, c'est ça. Donc on peut estimer que l'état du débat public est mûr pour des lois plus sécuritaires, mais finalement, là, on a un retour en arrière qui est
Et le Congrès n'a pas réessayé depuis. Ouais. Donc, comme quoi on peut faire tout un ouvrage, toute une thèse, bah pour ouais. qu'ensuite il y ait un Trump ruiné par Trump. Voilà. Donc voilà. Mais malgré cette parenthèse de cet ancien président, ça reste un ouvrage qui me semble essentiel. Donc je vous encourage tous à le lire, à l'acheter si vous le souhaitez, ou du moins à l'emprunter et le lire. Parce que je trouve que c'est important d'avoir justement cette approche très différente et novatrice et qui est au final assez facile à comprendre pour des lois qui sont fondamentales. Donc merci beaucoup. Merci à Pierre toi. Alain, merci à vous pour votre écoute. Merci.